Et pensez-vous que les Marocains, l'ensemble du peuple marocain, au nom duquel vous parlez, soit mûr pour la démocratie? Mais vous savez, on n'est jamais mûr pour la démocratie qu'en la pratiquant. Il faut bien la pratiquer pour être mûr. Il n'y aurait jamais eu de démocratie en Occident si on n'avait pas commencé. Les gens, quand la démocratie était instaurée dans certains pays occidentaux, eh bien, ils n'étaient pas tellement mûrs pour la démocratie. C'est par la suite qu'ils ont mûri. En effet, c'est une Or, question. pour nous, c'est beaucoup même très important. Les gens ont des besoins fondamentaux. Ils veulent envoyer leurs enfants dans les écoles. Ils veulent les écoles pour tout le monde. Ils veulent des soins, des hôpitaux. Les paysans veulent la terre. Les ouvriers veulent leur salaire garanti et leur avenir garanti. Les fonctionnaires veulent leur retraite garantie. Ce sont des besoins concrets. Vitaux, même. Vitaux. Pour cela, on n'a pas besoin d'avoir des millénaires de démocratie, de parti de démocratie pour l'exprimer. Les gens savent déjà l'exprimer. Quand les étudiants manifestent dans les rues, vous savez, ce n'est pas comme les mai 68 dans les pays occidentaux. Il y a une rupture peut-être entre la jeunesse et la famille, etc. Bon, chez nous, on ne se révolte pas contre une société de consommation. Non, ils veulent la société de consommation. Oui, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Ce qui fait donc que les garçons, les jeunes filles et les jeunes garçons, eh bien, ils sont porteurs des inquiétudes et des espoirs de leurs parents. Le 23 mars vers 15 heures, des coups de feu se font entendre. Les manifestants croyaient à des balles en caoutchouc avant de voir les premières victimes s'écrouler et perdre la vie. En effet, l'armée a eu l'ordre de tirer sur les manifestants afin de mettre fin au rassemblement. Les autorités marocaines ont recensé officiellement une dizaine de victimes, mais le vrai bilan compte au moins 1000 morts, des milliers de blessés et d'arrestations musclées. Le 19 février 1965, le ministre de l'Éducation nationale publie une circulaire interdisant l'accès au second cycle de l'enseignement secondaire à toute personne âgée de plus de 17 ans, sachant qu'à l'époque, il était très courant que les élèves, et pour diverses raisons, débutent l'école primaire à un âge plus avancé que l'âge recommandé par l'enseignement national, ce qui allait entraîner l'expulsion d'environ 60% des étudiants. Ceux-ci avaient plein d'espoir en l'avenir du pays après son indépendance encore proche. Ils aspiraient à démocratiser l'obtention du diplôme du baccalauréat, afin que ce ne soit plus réservé qu'à la bourgeoisie du pays, ce qui n'excédait pas 1500 lycéens par an. Le Maroc, traversant une situation économique catastrophique, n'a pas trouvé meilleure solution pour diminuer la charge de l'État que de se débarrasser d'une partie des dépenses liées à l'éducation, ce qui a constitué la goutte qui a fait déborder le vase. Tout commence le 22 mars 1965 avec le rassemblement d'environ 15 000 étudiants dans le stade de foot du lycée Mohamed V à Casablanca. Ceux-ci, alors fortement politisés, ont été encouragés à faire entendre leur contestation par l'Union des étudiants du Maroc, qui était sous tutelle du parti de gauche, l'Union nationale des forces populaires, fondée par le célèbre militant Mehdi Ben Barka, qui a d'ailleurs disparu en octobre de la même année dans d'étranges circonstances. Les manifestants ont continué à marcher vers les endroits stratégiques de la ville dans une marche pacifiste, afin de faire entendre leur voix. Les forces de l'ordre reçoivent alors l'ordre de les disperser. En ce premier jour, aucune balle n'a été tirée, mais l'intervention ne manquait pas de brutalité. Plus de 700 personnes ont été arrêtées, ce qui a obligé les manifestants à se réfugier dans les quartiers populaires avoisinants, se mêlant aux habitants et aux nombreux chômeurs. Et dans un élan d'humanité et de solidarité, ils se sont donné rendez-vous le lendemain pour une plus grande manifestation qui prendra un caractère révolutionnaire. En effet, le Maroc, depuis son indépendance, connaissait une situation économique et sociale catastrophique. Les hausses des prix sans précédent
une vague de licenciements venant grossir le taux de chômage déjà énorme, le blocage et la répression des revenus, l'augmentation des impôts et une forte corruption à tous les niveaux. Le lendemain, le 23 mars 1965, les manifestants étaient au rendez-vous. Les foules affluaient vers le centre-ville, brandissant les slogans dénonçant l'oppression. Ils se dirigeaient également vers les différents commissariats où leurs camarades sont détenus depuis la veille. Il faut savoir que les manifestations se sont propagées dans d'autres villes du royaume, comme Rabat, Fès, Meknès, Teza, etc. Malheureusement, des personnes parmi la foule commettaient des actes de détérioration en attaquant les vitrines des magasins avoisinants ou en immolant les véhicules. Des participants affirment que ces personnes ont été placées par les autorités pour légitimer leur intervention armée. Vers 15 heures, les coups de feu retentissent de partout, touchant toute personne ayant le malheur de se retrouver en dehors de chez elle à ce moment précis. Pire, le général Hofreer lui-même a sauté dans un hélicoptère dont il a arraché l'aile latérale. Survolant les foules, il tirait lui-même par rafale sur le tas. D'autres témoignages affirment que les balles n'atteignaient pas seulement les participants et toute personne ayant le malheur de se trouver dehors, mais il leur arrivait de tirer à travers les murs des habitations, tuant ou blessant grièvement des enfants ou des personnes âgées qui se retrouvaient dans l'impossibilité de se rendre à l'hôpital. Les morts, dans la plupart dans la fleur de l'âge, ont été enterrés dans des fosses communes et les détenus jetés dans les différents commissariats et prisons du royaume. Ils ont subi des tortures pendant plusieurs mois pour les plus chanceux qui n'ont pas perdu la vie derrière les barreaux, sans avoir la chance de bénéficier d'un quelconque procès. Le 29 mars 1965, le roi a prononcé un discours dans lequel il a fait porter le chapeau des manifestations aux professeurs en disant, je cite, « Je m'adresse aux professeurs et je leur dis qu'il est dans les habitudes des hommes et plus précisément des intellectuels d'avoir le courage d'exprimer leurs propres opinions et non de se cacher derrière leurs élèves pour le faire. » Il a conclu avec un ton menaçant. « Je peux vous assurer que la plus grande menace pour un État vient des pseudo-intellectuels, et vous êtes des pseudo-intellectuels. Il aurait été préférable que vous soyez des ignorants. » En effet, le roi craignait cette prise de conscience et ce désir de s'instruire pour aspirer à un avenir meilleur, l'éducation ayant été réservée jusque-là à la bourgeoisie, soit moins de 10% de la population. Un journaliste du journal La Libération a déclaré que Hassan II, en réponse à leur article « La semaine sanglante », a répondu ce qui suit. « Est-ce que vous voulez que les Marocains mangent leur stylo ?» Cet article a d'ailleurs été l'un des rares publiés à ce sujet, avec quelques autres rares journaux de l'opposition, dans une indifférence totale des autres médias qui faisaient la politique de l'autruche. La suite des événements fut, vous l'aurez deviné, très décevante. Dès le 24 mars, et à la demande des députés du parti gauchiste, l'Union nationale des forces populaires, une commission d'enquête parlementaire est constituée, mais le gouvernement lui refuse de se rendre sur les lieux. Pendant les jours qui suivent, les manifestations continuent. Les forces de l'ordre, appuyées par l'armée, continuent à réagir sauvagement dans toutes les villes qui se manifestent. L'armée a même investi des cités universitaires. Les fusillades et les arrestations musclées continuent. Le soir, lors du couvre-feu, des enterrements clandestins sont organisés. Des patrouilles sillonnent les rues désertes. D'autres manifestations sont organisées par les étudiants marocains à l'étranger, dans plusieurs pays, Russie, France, Belgique, Algérie, etc. En signe de protestation contre la répression, certains condamnés à mort politique de l'année 1964 ont été exécutés dans la précipitation pour instaurer encore plus un climat de terreur. À partir du mois d'avril, et dans une volonté de communiquer avec l'opposition, et après avoir déclaré une amnistie générale, le roi libère quelques prisonniers politiques, dont le célèbre militant Frey el-Basri, membre important du parti de gauche, l'Union nationale des forces populaires, qui avait été condamné à mort à la suite de ce qui a été appelé par le complot de juillet, une tentative de coup d'État. Dans le même contexte, Hassan II reçoit une délégation du parti de gauche afin de leur demander de constituer un gouvernement en choisissant un certain nombre de ministères à gérer.
proposition qui a été communiquée et acceptée par le principal opposant du roi et fondateur du parti de gauche, Mehdi Ben Barka, qui était alors en déplacement à l'étranger pour préparer le congrès de la tricontinentale dont il est à l'origine avec le Che Guevara. Il s'agit d'un mouvement regroupant les pays d'Afrique, Asie et d'Amérique du Sud qui devait se tenir à La Havane en janvier 1966 afin d'unir les forces des pays du tiers-monde pour, entre autres, lutter contre la globalisation, l'impérialisme, le colonialisme et d'établir une révolution mondiale. Cette conférence ne verra jamais le jour car, en octobre 1965, Mehdi Ben Barka a été enlevé avec la complicité des services secrets français. Il ne sera jamais retrouvé. Le général Hofker et son bras droit Ahmed Dlemi ont été accusés et condamnés par la justice française pour l'avoir torturé à mort. En effet, il aurait été assassiné lors de son kidnapping dans une villa de la périphérie de Paris. Finalement, et en juin 1965, Hassan II annonce lors d'un discours l'état d'exception et la dissolution du Parlement, ce qui lui profère un règne absolu. Article 35 de la Constitution de l'époque. Mais celui-ci ne précisait pas la durée maximale que pouvait durer un état d'exception. Cette situation durera finalement 5 ans. L'article 35 dit que se produisent des événements susceptibles d'empêcher le jeu normal des institutions constitutionnelles. Le roi peut, etc., etc. Or, la façon dont s'engageaient les débats parlementaires, l'effritement de la majorité, l'inexistence d'une majorité numérique, tout cela nous a fait craindre qu'un parlementarisme qui s'était méconnu, un parlementarisme qui s'était perdu dans les méandres des politiques et non pas de la politique, aurait pu être de nature non seulement à empêcher le jeu normal des institutions constitutionnelles, mais surtout à rendre que notre démocratie serait devenue une démocratie de pure forme, stérile, et de nature à faire reviser aux Marocains beaucoup de jugements sur le contenu même de cette démocratie. Quelles modifications constitutionnelles envisagez-vous? Vous dire quels sont les articles précis sur lesquels va porter la révision serait à mon avis un fait d'improvisation pure et simple. Néanmoins, cette révision, dans mon esprit, devra se caractériser par deux choses. Un plus grand contrôle des électeurs sur leurs élus, et non pas du Parlement sur le gouvernement. Je veux un contrôle plus direct de par les élus de par les électeurs sur les élus. Et je veux enfin mettre dans cette Constitution un petit peu plus de sérieux en empêchant les méandres procéduriers qui jusqu'à présent étaient de nature à nous empêcher de percer et de décoller beaucoup de problèmes. Faudra-t-il, pour arriver à un tel résultat, maintenir très longtemps le régime d'exception? Ceci est une question qui ne pourrait avoir de réponse en ce jour, puisque c'est affaire d'opportunité. Espérez-vous trouver une nouvelle base de collaboration avec les partis politiques? En réalité, j'ai toujours collaboré avec les partis politiques, d'une façon directe ou indirecte. Quand je collabore avec les partis politiques directement, ils sont au pouvoir, c'est-à-dire au gouvernement. Et quand je collabore avec eux indirectement, ça veut dire que je collabore aussi avec la population. Car dans ma population, s'il y a des gens qui sont sans parti, il y en a aussi qui sont dans ces partis. Donc jusqu'à présent, il ne m'est pas apparu que ceux parmi ma population qui étaient dans les partis politiques ne collaboraient pas au même titre que ceux qui n'y étaient pas. De la période qui s'achève, concluez-vous que le Maroc n'est pas mûr pour un régime parlementaire? Ce sont les parlementaires qui ne sont pas mûrs pour un régime constitutionnel. Mais le Maroc est mûr pour un régime parlementaire, car le peuple est sain. Et le jour où tous les Marocains sont allés aux urnes pour désigner leurs élus, je sais pertinemment ce qu'ils espéraient d'eux. Et je sais aussi quels étaient les objectifs qu'en eux-mêmes
et en face d'eux-mêmes seulement, ils avaient assigné à ceux-là même qui devaient défendre leurs droits. Je sais, parce que je suis du peuple et que je ressens ce que sent le peuple, je sais qu'ils attendaient d'eux de bloquer certains prix. Je sais qu'ils attendaient d'eux une révision de la fiscalité. Je sais qu'ils attendaient d'eux une marocanisation du commerce extérieur ou d'un certain secteur commercial. Je sais qu'ils attendaient d'eux de revoir le problème de l'éducation. Je sais qu'ils attendaient d'eux de revoir le problème du crédit agricole. Je sais qu'ils attendaient d'eux de mettre sur pied, non pas un programme d'austérité inexistant ou hypothétique, mais de mettre sur pied une vertu, une conduite, une règle de vie, de nature à montrer que, ma foi, les sacrifices étaient consentis par tous, et non pas par une certaine classe de la population.